Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces quelques minutes à passer ensemble, toujours en réflexion sur les produits vaccinaux, donc ici dans ces quelques lignes, toujours exposées par le docteur Yves Cousigou en 1992 dans son livret Phobie des microbes et manie vaccinale, donc édité en 1992. Après avoir exposé les travaux des divers chercheurs, dont beaucoup dans ceux exposés ici par le docteur Cousigou ont été laissés de côté, à commencer par ceux de Béchamp dès 1885, contemporain de Louis Pasteur, donc le professeur Antoine Béchamp, chimiste, physiologiste et médecin, Louis Pasteur, chimiste, on ne le rappellera jamais assez. Après encore d'autres chercheurs, et notamment certains de ses disciples, et jusqu'au professeur Jules Tissot en 1926, 36, 46, qui a publié 3 gros ouvrages, fait des conférences, donc souhaité faire des conférences, certaines n'ont pas été entendues donc à l'Académie de médecine, le professeur Jules Tissot qui a beaucoup œuvré, demandé à ce que la vaccination ne devienne pas obligatoire. Il va être ici cité. En conclusion déjà des quelques synthèses qui ont été faites ici, vidéo après vidéo, dans le peu que je vous ai exposé pour repartir de cette époque plus ancienne, 1885-1950, dont ici il est fait une petite partie de synthèse, toute petite partie, pour aller jusqu'à des travaux contemporains qui vont être dans la continuité des observations déjà à la fois en microbiologie et sur les questions d'innocuité, d'inefficacité, de contamination des produits vaccinaux. Voici donc ces quelques lignes ici que le docteur Cousigou a intitulé dans ce chapitre « La purulence des produits vaccinaux et biologiques est opposée à l'hygiène ». Voici ce qu'il en dit. Les membres de l'Académie de médecine ne devraient plus affirmer que les vaccins sont, selon les slogans publicitaires, doués d'efficacité et d'innocuité, et de ce fait ne devraient plus conseiller à l'État de disposer du corps de ses citoyens et d'y pénétrer sous forme de virus vaccinaux inefficaces et nocifs. Le professeur Jules Tissot, l'inventeur du masque Tissot de la guerre 14-18, est formel dans les conclusions de son 3e volume paru en 1946. Donc je vous en rappelle le titre très exact. Le professeur Jules Tissot donc était professeur honoraire de physiologie générale au Muséum national d'histoire naturelle et son 3e tome de 1946, donc les 2 premiers étaient de 1936 et 1926, paru aux éditions de l'Ouest à Angers, s'intitulait très exactement « Constitution des organismes, animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent », 3e volume, Constitution anatomique de la matière vivante, fonction bactérienne des êtres vivants, virus des maladies autogènes et hétérogènes et leurs sources originelles, preuve de l'inefficacité et des dangers des vaccinations actuelles, donc à Paris, au laboratoire de physiologie générale, donc 1946. Voici les conclusions de ce 3e gros tome format A4, 355 pages, avec une grande bibliographie donc où il cite Antoine Béchamp, 83 sources bibliographiques derrière ce tome aussi. Voici les conclusions du professeur Jules Tissot, donc reprises ici par le docteur Yves Cousigou. Résumons maintenant les faits. Les vaccins antidiphtériques, antitétaniques, antirabiques, donc contre la rage, et antituberculeux BCG n'ont pas le moindre pouvoir vaccinal, ne protègent pas. Le vaccin antityphique, contre la typhoïde donc, éminemment dangereux, inocule avec sûreté, à 100%, écrit-il entre parenthèses, la phase chronique de la fièvre typhoïde avec ses dangers,
Cela pour éviter le risque insignifiant, presque nul, de 1 pour 20 000 de la contracter. Attention, c'est à remettre dans le contexte de 1946 donc. Ces vaccins, donc, comme il vient de les citer ci-dessus, ci-avant, sont tous dangereux et provoquent des accidents qui peuvent être mortels. Ces faits établissent que ces vaccinations ont créé une situation très grave et qu'elles constituent un danger national qui appelle une action rapide. D'abord, la suppression de la loi du 25 juin 1938 rendant obligatoire la vaccination antidiphthérique chez les enfants, puis de celle qui concerne la vaccination antitétanique. Il va plus loin, le professeur Jules Tissot, dans ses conclusions ici, et il dit « Mais cette mesure est insuffisante. Les 5 vaccinations que je viens d'énumérer doivent être interdites, de même que l'usage des sérums antidiphthériques et antitétaniques qui inoculent le colibacille du cheval et sont totalement inactifs. Cette interdiction est la seule solution efficace de la question. Le public peut également la solutionner rapidement en refusant la vaccination des enfants. Il en a le droit, car la loi n'oblige qu'aux vaccinations antidiphthériques et antitétaniques. En 1946, donc toujours. C'est par abus de pouvoir que de l'Institut Pasteur, qu'il en a été joint une autre, la vaccination antityphique, qui n'est pas obligatoire pour les enfants. Ça nous rappelle nos histoires de 2008 où il y avait 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, et que la plupart des parents, ce vaccin trivalent n'étant plus disponible, se sont vus obligés de remplacer donc par un hexavalent, hépatite B comprise donc dans cet hexavalent, et donc se sont vus obligés de faire vacciner leurs enfants par des valences non obligatoires jusqu'à maintenant, donc 2017. Et depuis 2008 où on proposait donc un hexavalent 6 valences pour 6 maladies, pour remplacer les 3 obligatoires DT polio, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, qui étaient les seules 3 valences obligatoires. Il termine encore donc le professeur Jules Tissot dans ses conclusions de 1946. Les directeurs d'école n'ont pas le droit de refuser l'admission à l'école d'un enfant qui n'a pas subi la triple vaccination. Donc à l'époque c'était diphtérie, tétanos, le BCG n'était pas encore obligatoire, je recherche la 3e. Ah oui, donc le antityphique qui n'était pas obligatoire, ouais. Mais c'est surtout aux médecins, en conclut encore Jules Tissot, c'est surtout aux médecins qu'échoit le devoir de protéger le public contre ces vaccinations, d'abord en refusant de les pratiquer et ensuite en faisant demander leur suppression par leurs syndicats, associations ou conseils de l'ordre, puis en conseillant au public de mettre en pratique le principe suivant. 2 points. Il ne faut pas, sous aucun prétexte, se laisser inoculer un virus vivant, même atténué, ni un sérum, ni aucun produit provenant d'êtres vivants. Exception étant faite pour les produits chimiques exempts d'éléments figurés. Donc de microbes provenant préparés sur culture cellulaire notamment. C'est ce principe qu'ont adopté les Pays-Bas et l'Angleterre en refusant de les rendre obligatoires. C'était en 1946 toujours. C'est toujours vrai. Il n'y a aucune obligation vaccinale aux Pays-Bas, aucune obligation vaccinale en Angleterre. Je rappelle qu'en mai 2017, la Suède a jugé anticonstitutionnel de rendre la vaccination obligatoire. Et que la chancelière Angela Merkel dernièrement, donc en septembre 2017, s'est aussi manifestée et a déclaré qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale en Allemagne. L'inefficacité et les dangers des vaccins étant maintenant connus,
les Français vont-ils continuer à accepter qu'on prenne leurs enfants pour des cobayes et pour le seul motif de la prospérité financière d'un établissement? 1946, date à laquelle a écrit ces lignes de conclusion de son tome extrêmement intéressant d'observation, très détaillé de toutes les expériences qu'il a faites lui-même, Jules Tissot en physiologie. Constitution des fibres nerveuses à myéline, je pourrais vous citer toutes les pages que j'ai sous les yeux, constitution du cytoplasme, des cellules, des capsules rénales, constitution du cytoplasme, des cellules hépatiques, sur les tissus animaux, donc Jules Tissot, physiologiste, nature, fonction et constitution du chondriome. Voilà, on peut reprendre le sommaire, un énorme ouvrage en plus des deux autres qui ont précédé celui-ci, donc de 1946. Il a dédié ce volume à tous les médecins de France. Et ce qu'il réclame dans ses conclusions, c'est que les médecins retrouvent cette vocation qu'ils ont à protéger le public, c'est de leur devoir. Alors il faisait aussi appel à l'ordre des médecins à l'époque. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est vraiment plus la peine puisque ordre des médecins et académie de médecine sont pilotés par les laboratoires pharmaceutiques, ça ne fait plus aucun doute. On est exactement aujourd'hui en 2017 dans la même situation qu'en 1946, avec les mêmes observations, avec les mêmes objections en face de l'inefficacité, de la dangerosité des vaccins, à ceci près qu'à l'époque c'était 2, 3, puis 4, il y a eu le BCG ensuite, en 1950, il n'y avait que 3 vaccins jusqu'à maintenant obligatoires en 2017, donc à ce détail près que pour 2018, si les parents y soumettent leurs enfants comme de vrais cobayes dans un grand laboratoire à l'échelle terrestre, puisque c'est bien la population humaine qui sert de test, pour des substances dont on ne connaît pas l'effet à l'intérieur d'un corps humain donné, chaque individu étant différent de par son système immunitaire, son système HLA qui y est lié, et bien sûr son ADN. C'est donc un test grandeur nature sans aucune garantie de ce qui va se produire après inoculation de telle ou telle substance dans ce corps humain. Alors que ça évite à certains moments certaines disséminations par contagion, entre guillemets. Il faudrait qu'on en reparle aussi selon les travaux encore de certains chercheurs et immunologistes sur cette soi-disant contagion. Que ça fasse taire le symptôme, que ça déplace le symptôme, que ça transforme une maladie en une autre. On l'a vu donc avec le vaccin polio oral en Inde où la polio a été décrétée éradiquée, mais où on retrouve de nombreux enfants avec les mêmes symptômes. Et on a nommé cette nouvelle maladie d'un autre nom et pourtant au niveau des observations cliniques c'est très similaire aux symptômes de la polio. Voilà comment on décrète aussi éradiquer une maladie. Entre autres, on pourrait refaire la liste des lacunes et des constats et interprétations, ce véritable a priorisme qui est cité toujours par le docteur Yves Couzigou, qui était celui de Pasteur et qui a été repris par tous les vaccinologues depuis Pasteur et encore aujourd'hui. Ça n'est pas parce que des symptômes n'ont plus l'air d'être visibles, ne sont plus visibles, qu'il n'y a pas de maladie et de processus morbide à l'intérieur d'un corps humain. Faire taire ces symptômes, entraîner des mutations au niveau des virus et des bactéries qui sont utilisées, ne peut pas permettre d'affirmer qu'on a éradiqué une maladie. Et peut-on éradiquer des maladies? Quelle est la cause de ces maladies? Quelles sont les autres mesures que l'on peut mettre en place? Et notamment des mesures comme l'OMS l'a décrété pour la variole et reconnaît que c'est aussi une des grandes raisons de l'éradication de la variole qui sont les mesures de surveillance endiguement.
Voilà, quelles autres mesures on peut mettre en place pour éviter que la terre entière soit prise par ce genre d'épidémies qui ont fait souffrir tant de personnes. Il est temps vraiment d'y réfléchir et de voir la vaccination pour ce qu'elle est, comme l'expose ici encore donc le docteur Yves Cousigou en citant les conclusions du professeur Jules Tissot de 1946. Je rappelle, dans les obligations vaccinales donc antérieures, en 1936, le tétanos, la première vaccination qui a été rendue obligatoire donc pour les militaires, vaccin mis au point en 1926, vaccination antitétanique rendue obligatoire aussi pour les enfants en 1940. A suivi la diphtérie après 1936 pour les militaires, donc tétanos. L'obligation vaccinale antidiphtérique en 1938, BCG en 1950 et polio en 1964. Le vaccin contre la tuberculose, vaccin BCG, donc le Billier de Calmette et Guérin, a été l'obligation de vacciner avec le BCG a été levée en 2007. Ça faisait plus de 40 ans que nombreux pédiatres, y compris en France, pointaient du doigt l'inefficacité de ce vaccin et les problématiques liées à la vaccination, donc en dommages post-vaccinaux chez les bébés et les enfants. Il aura fallu plusieurs décennies pour que la levée de cette obligation vaccinale soit enfin effective, et on ne peut pas rétorquer que la maladie a été éradiquée. Ça n'est pas le cas. Il y a même recrudescence avec des flux migratoires donc d'autres pays jusqu'en France, de personnes d'autres pays venant jusqu'en France. On nous rétorque aussi, même si la diphtérie et la poliomyélite ont quasiment disparu, qu'il faut quand même maintenir l'obligation parce qu'on ne sait jamais, elles peuvent revenir. Ah bon? Mais alors la variole, elle aussi a été éradiquée. Pourquoi on ne maintient pas l'obligation pour éviter qu'elle revienne? Pourquoi le BCG a fait l'objet d'une levée après une obligation vaccinale entre 1950 et 2007, donc 57 années d'obligation vaccinale pour finir par admettre qu'il n'était pas efficace et problématique? Et encore, donc dans cette conclusion que fait aussi le docteur Yves Cousigou sur la purulence des produits vaccinaux, leur contamination, le fait qu'ils peuvent transmettre la maladie contre lesquelles ils sont censés protéger l'individu qui se fait vacciner, la réelle incidence des maladies, quelle est la malchance qu'on a de mourir des maladies contre lesquelles on se vaccine. N'y a-t-il pas d'autres fléaux qui font énormément plus de morts tous les ans en France seulement, et bien sûr en Europe et dans le monde, qui rendent incroyable, absurde cette obstination, cette manie vaccinale, d'autant plus que les vaccins ne sont absolument pas sûrs, que la surmultiplication des inoculations engendre de nombreux soucis, puisqu'on surstimule les systèmes immunitaires depuis des années et depuis plusieurs générations. On rappellera encore le cas de la rougeole qui, quand une petite fille fait sa rougeole en tant que maladie infantile quand elle est toute jeune, va garder une immunisation à vie qu'elle transmettra à son bébé quand elle aussi un jour elle va enfanter. Le bébé qui sera donc immunisé contre cette rougeole, ça n'est pas le cas du vaccin anti-rougeoleux. Il ne confère pas une immunisation au bébé. La maman ne transmet pas d'immunisation à son bébé quand elle a été vaccinée contre la rougeole. Est-elle elle-même bien immunisée? On a toujours aussi des cas de personnes dûment vaccinées et revaccinées qui ont bien fait leurs 2 injections de rougeole, puisqu'on pourra rétorquer mais non, la personne n'avait fait que la première injection, il faut en faire 2, et il y a tant d'espacement dans le temps, donc au niveau de la distance
de l'espacement qu'il faut mettre entre 2 injections pour telle ou telle vaccination. On a des personnes dûment vaccinées, c'est le cas pour de nombreuses maladies, la grippe en est un exemple flagrant, qui développent la maladie et souvent de manière plus forte et dommageable, difficile à supporter que la maladie naturelle. On pourrait refaire la liste ici à chaque fois, il faudra refaire un topo synthétique et exhaustif. Ici, on détaille point par point, pas à pas, vidéo après vidéo, pour que la réflexion se fasse. Et en partant de ces réflexions plus anciennes, le docteur Yves Cousigou, ici 1992 dans son livret, qui s'appuie très régulièrement dans celui-ci sur des travaux de Jules Tissot, donc 26, 36, 46, qui lui-même et tous les deux, donc docteur Cousigou, docteur Tissot, s'appuient sur des travaux datant de 1885, donc professeur Antoine Béchamp et ses disciples, pour en venir très bientôt et encore plus longuement sur les travaux actuels. Notamment, on citera le docteur Susan Humphries aux États-Unis et Tetiana Obucanish, donc comme son nom ne l'indique pas, qui est elle aussi aux États-Unis, immunologiste. Le docteur Susan Humphries est néphrologue mais spécialiste de la question des vaccinations et a écrit un livre paru dernièrement qui s'appelle Dissolving Illusions à propos de la vaccination, donc la levée des illusions, on pourrait traduire en français. Le docteur Tetiana Obucanish, immunologiste, diplômée de Harvard et d'autres, je crois qu'elle est diplômée de toutes les grandes universités des États-Unis, ukrainienne d'origine, donc a écrit Vaccine Illusion, dernièrement sorti en 2012, je crois, pour l'année. Voilà, mais je vous en rappellerai puisque ce sont des chercheuses et médecins spécialistes de notre époque, des 5 dernières années, 10 dernières années, et elles disent exactement la même chose que ce qui est repris ici par le docteur Yves Cousigou depuis 1885, professeur Antoine Béchamp, depuis plus de 130 ans. Voilà, en vous souhaitant bonne réflexion encore sur toutes ces données qui permettent de réfléchir dans le détail. C'est ardu, le sujet est complexe, on ne peut pas le traiter en 2 minutes, ni 2 minutes de vidéo, ni 2 minutes de conférence ou de discours à la va-vite dans les médias ou des déclarations des pro-vaccinalistes qui veulent absolument l'imposer à la terre entière et même au système solaire en entier s'ils pouvaient vacciner jusqu'à l'extérieur. On ne peut pas malheureusement en parler rapidement, c'est un sujet complexe, très 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 vaste, où trop peu de personnes, effectivement, on n'a pas les informations, les médecins n'ont pas les informations. Les patients découvrent que leurs médecins ne connaissaient pas la composition détaillée des vaccins. Cette composition détaillée, elle n'est révélée que depuis une petite dizaine d'années. Et qui aurait pu suspecter une composition aussi étrange et suspicieuse? Nanoparticules, des docteurs Gatti et Montanari dans leur livre dernièrement paru en septembre 2017, Vaccin oui ou non, je le rappelle, avec le docteur Serge Rader, pharmacien, lanceur d'alerte en France, y compris nanoparticules dans ces compositions de vaccins. Voilà pour faire un petit épilogue autour de cette conclusion donc du docteur Yves Cousigou, la purulence des produits vaccinaux et biologiques est opposée à l'hygiène interne du respect de la biologie du corps, bien sûr. C'est dans ce sens qu'il a titré ainsi son chapitre. À très bientôt.